Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, le podcast qui vous raconte la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, vous allez écouter un des agriculteurs du CIVAM AD72. Je le laisse donc se présenter. C'est Florent Boxebel, donc on est situé sur la commune de Montbiseau, la ferme. Je suis installé depuis 3 ans. Je me suis installé en avril 2021. J'avais fait auparavant, donc j'avais commencé par un BTS production animale, une licence pro en production animale aussi, que j'avais fait en alternance donc dans un centre d'insémination en tant que technicien en génétique. Suite à ça, je suis parti un an à l'étranger, donc j'étais parti en Nouvelle-Zélande et puis après j'ai fait un petit road trip en Asie pendant un an et après j'ai été embauché au niveau de Primolstein France, donc en tant que technicien en génétique. Pourquoi t'es devenu agriculteur C'était quoi la motivation pour devenir agriculteur en ferme et sortir de Primolstein France? J'ai travaillé pendant 5 ans à Primolstein France, j'adorais mon boulot. À la base, sortie d'études et tout, j'avais pas encore la conviction que je deviendrais agriculteur forcément. Et le fait de travailler avec des agriculteurs, de voir différents systèmes, en fait, ça m'a ouvert aussi l'esprit sur d'autres systèmes qui se faisaient, parce que mon père était agriculteur. Et ça m'a motivé à rentrer, de trouver mon système et puis de pouvoir m'installer. Le CIVAM, ton implication dedans, tu t'y impliques comment? Du coup, au niveau du CIVAM, pour l'instant, je suis administrateur stagiaire. C'est la découverte un peu du rôle du conseil d'administration et tout ça à l'heure actuelle. Et après, au niveau de la ferme, on reçoit souvent des visites, soit scolaires, ou on accueille aussi pour des formations. Du coup, dans le CIVAM, tu penses que ça te prend combien de temps, par exemple C'est difficile à évaluer parce que suivant les mois, Oui, c'est. c'est Mais différent. ouais, je comptais à peu près un jour tous les 2 mois. Est-ce que tu connais l'historique de la ferme dans laquelle tu es? Du coup, nous, l'historique, c'est la ferme familiale de mon associé. Donc, à la base, c'était ses parents qui étaient sur la ferme. Ils avaient des vaches laitières et ils avaient un bâtiment de volailles. À l'installation de Jean-Yves, ils ont arrêté les volailles. Il s'est installé avec un associé à un tiers. Ils ont travaillé pendant une quinzaine d'années ensemble. Et du coup, ils se sont séparés au bout de 15 ans. Et donc, moi, j'ai repris part sociale de l'associé qui est sorti pour me réinstaller avec Jean-Yves. Comment c'était du bio, du conventionnel? C'était La ferme était en conventionnel sur un système qui tendait quand même vers un système plutôt extensif avec du pâturage. Il pâturait déjà pas mal, mais il y avait encore de la marge à développer. Tu peux présenter la ferme comment elle est un peu maintenant? On est deux associés, tous les ans on a aussi quelques stagiaires. Alors cette année c'est des stagiaires de la MFR qui sont en troisième. On livre à peu près 450 000 litres de lait, donc on en produit un peu plus avec ce qu'on donne aux veaux. On a une centaine d'hectares sur l'exploitation. Et du coup, notre production principale, c'est le lait. On vend très peu de céréales, que les bonnes années. Notre objectif, nous, au niveau de la ferme, c'est d'être autosuffisant au niveau alimentaire à 100%, quoi. C'est l'objectif au Hmm, niveau de la ferme. c'est l'objectif final. Et là, pour l'instant, vous en êtes à où au niveau de cet objectif-là? Et ben là, ces dernières années, on y arrive, ouais. Et le fait d'être avec un associé, comme tu disais tout à l'heure, ça apporte un truc où il y a des inconvénients. Ça faisait partie aussi de mes craintes avant de m'installer, c'était de dire ok, enfin, moi c'est le lait qui me passionne, mais de se retrouver tout seul sur une ferme, être tous les jours au boulot et tout ça, c'était pas non plus ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que l'un et l'autre, les deux associés, c'était notre motivation d'être associés, quoi, de pouvoir se dégager du temps libre. Et puis en plus, ça a un atout aussi dans les prises de décision et tout ça. Ça a permis de bien les peser en pour et contre, d'avoir deux avis. Bon, après, à côté de ça, il y a d'autres inconvénients aussi. On doit faire des concessions et tout ça. Mais à l'heure actuelle, avec Jean-Yves, mon associé, on est quand même
plutôt sur les mêmes longueurs d'onde, donc pour l'instant ça roule plutôt pas mal. Et du coup, quand tu disais que vous arrivez à vous dégager du temps, par exemple pour les vacances, etc., vous avez combien de temps Et que vous ben pouvez avoir? du coup, nous déjà on travaille un week-end sur deux. Les week-ends là en période hivernale, on se libère aussi une demi-journée dans la semaine, tous les 15 jours. Donc en gros, du coup, notre système, en gros, on traite une semaine le matin et la semaine d'après, on traite le soir. On fait qu'une traite par jour par associé. Celui qui traite le matin ne traite pas le soir, mais c'est l'autre qui traite. Du coup, celui qui traite le matin, et ben, la semaine où il traite le matin, il prend une demi-journée, une demi-après-midi de libre dans la semaine. Pour arriver à ce fonctionnement-là, il y a eu une intervention de quelqu'un ou c'est vraiment vous qui vous êtes dit on se pose au niveau de la table et puis À la base, quand on a quand on s'est associé, on a quand même fait appel pour voir nos points sensibles à tous les deux, nos points forts et tout ça pour qu'on se connaisse mieux parce on se connaissait pas du tout avant. Ça a permis aussi de mettre nos objectifs sur la table et puis nous aider à travailler sur l'évolution de notre temps de travail par rapport à nos objectifs. Alors je sais plus comment on a mis ça, mais en tout cas, on fait déjà au moins une réunion par semaine où on se pose au bureau et qu'on parle des boulots qu'on va faire au niveau de la semaine et puis notamment des temps libres. À partir de quelle période on attaque nos temps libres l'après-midi et puis les vacances aussi qu'on prend, tout est discuté en ok. réunion, quoi. Tu disais que t'es arrivé en 2021 ici. T'es arrivé, ça s'est passé comment pour... Ouais, du coup en 2021, moi, je suis arrivé en septembre 2020. Donc j'ai fait un stage de parrainage qui est en collaboration entre Pôle emploi et la Chambre d'agriculture. Du coup, on a fait 7 mois de stage de parrainage. Là, la ferme, comment elle est maintenant, est-ce que vous avez des évolutions à venir Depuis 3 ans, on a quand même pas mal travaillé sur l'évolution et encore des évolutions à venir. On a fait énormément évoluer le système de pâturage. On a encore un peu d'évolution tous les ans à faire Ouais. dessus. Donc là, la première partie là, qui est prévue pour cette année, c'est la création normalement d'un boviduc pour regagner 18 hectares de pâturage pour les vaches laitières. Et dans les projets aussi futurs, il y aura un pôle de pâturage certainement plus pour les genisses qu'on voudrait développer sur un autre site. Ça fait partie des perspectives à l'avenir. Et du coup, c'est d'arriver à pâturer le maximum maximum? au cours de l'année, quoi. Le fait de vouloir pâturer autant, ça permet un peu plus d'autonomie. C'est en lien avec l'autonomie et puis aussi c'est pour la facilité du travail, pour tout ce qui est économie aussi de coûts de mécanisation. Et puis on voit quand même que les animaux, les vaches laitières, nous dans notre système en pâturage, elles produisent quand même bien quand elles sont en pâturage. Et même les genisses sur les indices de croissance et tout ça, c'est au pâturage aussi qu'elles sont en meilleure santé et qu'elles se développent le mieux. Les parties, comme tu disais que tu t'allais faire un boviduc pour y aller, maintenant, elles sont quoi là en ce moment du coup? C'est quoi comme culture qu'il y a sur ces parties-là? Là, on a déjà commencé la transition, donc il y a une partie qui est déjà en herbe et il y a une partie qu'on va faire cette année en maïs et il y a une partie qui est en luzerne parce que c'est 3 parcelles différentes qu'on va récupérer. Du coup, l'année prochaine, donc, cette année on va faire le Boviduc, l'année prochaine on va avoir 2 parcelles qui seront en herbe déjà et la dernière on va certainement refaire une année de céréales ou de maïs dedans et puis après elles seront en herbe aussi. Est-ce que le fait d'être au CIVAM ou d'avoir des moments au CIVAM, ça a permis d'aider sur des changements de pratiques que vous avez pu avoir sur la ferme? Le CIVAM, c'est quand même une association qui répond quand même bien à tout ce qu'on fait sur notre exploitation. Et du coup, le fait d'accueillir des groupes sur la ferme, comme on a fait par exemple il y a une semaine, le groupe pour un tour de prairie, c'est vraiment intéressant parce que ça permet nous d'échanger et puis d'être confrontés aussi face à nos idées, nos projets, d'avoir des avis différents qui arrivent et de pouvoir en discuter avec des personnes qui sont dans des systèmes aussi similaires aux nôtres. Et toi, le CIVAM, est-ce que ça a eu
un changement, par exemple, mentalement. Ou même le fait d'être en culture que de l'herbe pour les vaches, ça a permis de se sentir mieux. Pour ma part, j'étais novice un peu au niveau du système pâturant. Je savais que c'est ce que je voulais faire, mais j'avais pas non plus des gros repères dessus parce que mon père lui pratiquait plutôt une agriculture plus intensive. Quand je me suis installé, j'ai fait une formation sur le système pâturant avec le CIVAM qui est sur plusieurs jours et du coup qui donne vraiment les bons repères pour le pâturage et qui apprend vraiment à mener un système pâturant et de le mettre en œuvre par rapport à sa ferme. Et du coup, le CIVAM, il m'a quand même beaucoup aidé là-dessus, c'est d'apprendre ce système-là, parce que c'est pas forcément des systèmes qu'on apprend non plus à l'école, qui sont mis vraiment en avant au niveau scolaire, quoi. Et justement, le fait que t'aies toujours connu le système conventionnel avant avec tes parents et le système scolaire, pourquoi le système herbager précisément? Moi, c'est vraiment. Je voulais m'installer et le but, c'était vraiment d'être sur d'autonomie. Et après, qui dit autonomie, l'aliment qui est le plus équilibré, c'est l'herbe. Donc, pour la facilité de mener un système en autonomie, c'est quand même sur le système. Enfin, c'est l'herbe qui facilite. Donc ça allait avec. Et puis je trouve ça vraiment agréable de travailler alors en période hivernale, ça nous manque beaucoup, mais d'aller changer notre fil dans les prairies, de voir les vaches sortir au champ, et puis on voit qu'elles sont heureuses, comme là en ce moment on les ressort, elles courent au champ, c'est agréable de voir les animaux aussi qui apprécient aussi le système, quoi. Les vaches sentent bien et il y a niveau production, par rapport à un conventionnel, ça a beaucoup de changements ou pas? Au niveau production, on perd un peu, ouais, même par rapport au système d'avant. Tout à l'heure, tu me demandais, historiquement, on a perdu en production. On perd, alors c'est pas facile à dire parce que avant, je pense, il tournait en moyenne à 27 litres à peu près par animaux par jour. Et du coup, aujourd'hui, on est plutôt autour de 21 litres par jour par animaux. Et ça change beaucoup du conventionnel ou pas, le fait d'être en bio? À l'heure actuelle, moyennement, les prix se valent en termes de valorisation des prix. Après, c'est plus nous dans la philosophie, le bio, on s'y retrouve bien. On est en accord avec qui est exigé en bio. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, il faut pas regarder le prix Oui. c'est plus sur les aspects de comment on a envie de produire notre clé, quoi. C'est plus ça. Ok. Pour le lait, du coup, vous avez quelle race sur la ferme? Et bah, du coup, on a à 90% de vaches Primolstein. Et on a quelques brunes, quelques normandes et quelques croisées montbéliardes. Pourquoi la Primolstein principalement? Il y a une raison La raison principale, c'est ma passion pour la race et puis la génétique. C'est la raison principale parce que sinon, certainement, mon associé, lui, il avait plutôt tendance à vouloir partir sur du croisement, mais on est resté sur la Holstein par mon arrivée et puis par ma passion. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des Holstein qui valorisent bien l'herbe et qui se retrouvent vraiment bien dans un système pâturant. Et au niveau des laits, de santé, les membres aussi, les vaches sont plutôt bien, sont appropriées au système, quoi. tu disais surtout pour la génétique, mais elles ont quoi de plus que les autres? Après, ça, on rentre dans les détails, mais après, moi, je trouve c'est des vaches qui ont du chic. Elles ont une finesse et elles ont des caractéristiques qui montrent qu'elles font du lait et puis qu'elles ont des bons pieds. Et c'est des vaches qui vieillissent plutôt bien aussi quand c'est bien mené. Après, toute race a ses qualités, mais la Holstein, aujourd'hui, quand on compare les Prim Holstein par rapport aux autres races du troupeau, c'est quand même celle qui arrive à faire le lait avec la meilleure persistance au cours de sa lactation. Et même au niveau repro, chez nous,
elle montre aucune lacune par rapport aux autres races, elle reste comparable aux autres races. Après, des races comme la normande feront un peu moins de lait, mais plus de taux. Mais Oui. en matière utile, je pense que les Holstein, elles s'y retrouvent mieux quand même. Tu disais que tu aimais bien la génétique et tout ça. Et pour la reproduction de tes vaches, c'est vous qui gérez? C'est un inséminateur? Ça se passe comment? On fait inséminer les vaches quand même, toutes les vaches on les fait inséminer. Par contre, c'est moi qui choisis tous les taureaux à mettre dessus. Donc nous on oriente quand même beaucoup sur des taureaux qui ramènent plus de production en lait. Et de l'état corporel aussi, on joue beaucoup sur l'état corporel en Holstein. Et essayer de jouer aussi sur des facteurs de santé. D'avoir des vaches qui produisent bien et qui puissent produire longtemps, faire des carrières longues, quoi. Ok, et le fait que ça soit un inséminateur, il y a autant de réussite que par exemple si ça serait vous qui le ferez ou... Eh ben, je pense que oui. Après, parce que l'inséminateur, il a quand même la pratique d'en faire beaucoup. Donc, heureusement qu'ils ont des meilleurs, voire des aussi bons résultats que nous. Après, nous, dans notre système, le fait de pâturer, l'avantage de le faire nous-mêmes, c'est que sur des périodes où elles partent très tôt au pâturage, on peut les libérer plus tôt et qu'elles ne restent pas bloquées au bâtiment pour attendre l'inséminateur, quoi. Ce serait plus ça aujourd'hui, la motivation de plus le faire, de le faire par moi-même. Mais sinon les résultats des inséminateurs sont satisfaits. Et du coup, vous choisissez en fonction mâle, femelle, ça se passe comment pour l'insémination? Du coup, on fait des doses sexées sur toutes les femelles dont on veut du renouvellement. Donc, on commande à peu près une trentaine de doses sexées par an pour avoir 17 genisses à peu près. Et après, tout le reste des vaches sont inséminées en croisement industriel. Donc, on a un taureau, enfin, soit inséminé ou soit en monte naturelle avec, on a un taureau limousin. Et sinon, on fait des doses de blanc-bleu belge. Et ben pour une meilleure valorisation des veaux, du coup. Est-ce que vous avez des objectifs, par exemple, avec les vaches, deux trucs à améliorer ou dans la ferme principalement Moi, ce que je veux vraiment, c'est d'arriver à faire vieillir les vaches le plus possible. Sur la ferme, aujourd'hui, on est après, au moment qu'on a repris, que je me suis installé, on a fait beaucoup de tri. Et aujourd'hui, le but, c'est de faire vieillir le troupeau, donc d'arriver à limiter le nombre de genisses qu'on élève et puis avoir des vaches qui vieillissent. Est-ce que sur la ferme, tu aurais des objectifs? Je pense que au niveau de nos objectifs, on a déjà rempli pas mal de cases. Dans l'avenir, pour l'instant, on n'a pas forcément des plans plus que ça. Comment tu vois la ferme dans quelques années comment tu te verrais dedans ou Dans quelques années, alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, mais ça dépend aussi beaucoup de la météo, mais c'est d'arriver à pâturer, au moins pour les vaches laitières, à arriver à pâturer 365 jours dans l'année. Ça serait vraiment top. Après, le fait d'agrandir notre surface de pâturage, je pense que ça fait partie des leviers qui vont nous le permettre de pouvoir tourner beaucoup plus vite sur les parcelles et du coup d'arriver à pâturer plus longtemps. Et sinon, après, c'est d'arriver à garder un peu notre gestion actuelle sur le temps libre et tout ça, d'arriver à toujours trouver un bon compromis entre temps libre et puis vie d'agriculteur, quoi. Après, sinon, je sais pas trop sur comment je me verrais sur la ferme, mais si on arrive à faire tout ça, ça sera déjà beau. déjà pas mal. Et tu disais que tu aimerais bien qu'elle pâture 365 jours, mais là, qu'est-ce qui vous en empêche du coup? Là, une année comme cette année, on était presque pas tout à fait à 365 jours, mais on a pâturé, je pense, au moins 320 jours dans l'année. Mais cette année, c'était la météo qui nous en a empêché. Et puis le fait aussi qu'on soit limité un peu en nombre de parcelles. Quand ça commence à piétiner dans une parcelle, il faut tourner vite. Mais bon, après, des années pluvieuses comme cette année, je pense que ça sera toujours compliqué d'arriver à pâturer tout le long. Mais après, il n'y aura pas que des hivers pluvieux non plus. Oui. Donc, Du coup, c'est le fait que ça pousse pas assez vite, l'herbe. C'est ça? non, même pas. C'est C'est même pas plus ça sur l'importance des sols. C'est sur. Parce que, en fait, quand c'est mouillé, et les vaches sont lourdes quand même, donc quand elles vont en pâture, ça écrase le sol et puis ça déterre l'herbe, donc ça abîme. Ça pénalise l'herbe aussi pour la pousse après.
Parce que il y en a certains, c'est les chemins qui sont pas Ah oui. praticables, mais du coup, pour vous, Et ben nous, on a déjà travaillé un petit peu sur les chemins l'année dernière, donc nos chemins sont plus praticables. Après, il y a encore du travail à faire, mais ça fait partie dans le projet Boviduc, ça fait partie des améliorations aussi. On va refaire une partie des chemins. Normalement, on va refaire tous nos chemins, quoi. Donc, vous allez les faire comment? faire en cailloux calcaire. Est-ce que tu as un conseil que tu te donnerais à toi qui commencerait dans l'agriculture? En vrai, c'est difficile comme question parce que quand j'étais petit, déjà, un truc que j'aimais pas trop faire et que maintenant j'adore faire, c'était traire à la base. Et maintenant, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Donc, quand j'étais petit, je me disais toujours, t'auras un robot de traite. Et puis, au final, maintenant, tu restes en salle de traite. Je pense que les choses ils évoluent aussi entre quand on est petit et puis qu'on grandit. Mais je sais pas, parce que l'exploitation, comment on l'a menée, elle correspond vraiment bien à ce que j'en attendais personnellement. Après, je ne vais pas parler pour mon associé, mais pour l'instant, ça colle plutôt bien. Après, il y a toujours des choses à faire évoluer, et puis, mais de dire que quand j'étais petit, ça, je sais pas. T'as pas de Aucune idée. conseil, même aux jeunes qui voudraient débuter dans l'agriculture, t'as pas un conseil à leur donner Le conseil que j'ai à leur donner, c'est de vraiment faire par rapport au système qui s'y retrouve et qui leur plaît. Après, tout système, je pense que tout système a ses avantages et ses inconvénients, et c'est vraiment de se plaire dans son boulot et puis de faire le boulot avec plaisir, et c'est ça le principal. Aujourd'hui, notre système, il a certainement des points faibles et tout ça, mais on s'y retrouve et on prend plaisir à travailler sur notre ferme, et je pense que c'est ça le principal, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à continuer à cultiver, quoi. C'est toujours oui, ce serait peut-être ça, de toujours cultiver ça, le plaisir du travail sur la ferme. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parole d'Agri.